Bonsoir à tous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de s'être déplacés et ceux qui sont en ligne également pour écouter cette conférence. Et j'aimerais remercier Centre Sciences, Monsieur Martin, d'avoir organisé celle-ci. On a eu un peu du mal, mais on a trouvé une date et c'est tant mieux. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ces vaccins et les thérapies innovantes à base d'ARN messager. Et en fait, ce que je vais faire, c'est d'abord, je vais vous mettre un peu mes liens d'intérêt. Comme ça, vous allez voir pour que ce soit transparent. En fait, je vais quand même vous présenter un laboratoire que je dirige à l'Université d'Orléans et au CHU, au nouveau CHU, parce qu'il est un peu particulier. En fait, c'est l'INSERM qui propose ce type de laboratoire R&D pour justement pour que lorsqu'on a une technologie qui est de pointe, pour que tous les scientifiques puissent s'accaparer, mais également les startups et aller plus loin dans la mise au point de technologies innovantes. Ça s'appelle ARNM, comme son nom l'indique. Le but, c'est vraiment développer et accélérer les thérapies basées sur les technologies. Donc, pour cela, l'INSERM a donné une capacité d'innovation, c'est-à-dire des experts et également des ingénieurs qui sont spécialisés. Alors, les experts, ce sont mes collègues avec qui j'étais déjà, que j'ai mis autour de moi. Et il y a 10 ingénieurs qui ont été recrutés. Ces experts et ces ingénieurs ont une expertise multidisciplinaire en nanomédecine, technologie, oncologie, biologie moléculaire, cellulaire. Et en fait, pour faire des thérapies innovantes, on a besoin de toutes ces disciplines. Et bien sûr, il nous faut des équipements de pointe. Alors, en fait, j'aime présenter notre ART comme ceci. Et vous allez voir les missions, je vais en parler tout à l'heure. Et là, récemment, l'INSERM m'a donné un chef de projet, parce que toute seule, en fait, c'est un peu long. Alors, la mission, elle est très simple. C'est vraiment avoir une structure pour accélérer et promouvoir l'intégration des technologies ARN, comme je vous ai dit. En fait, soit nous, on a des idées et on développe des nouvelles technologies, ou alors on complémente des expertises aussi d'autres laboratoires qui veulent utiliser les technologies, mais qui ne savent pas le faire. Et donc, on travaille en synergie. On peut aussi fournir des services pour les technologies dans des laboratoires académiques ou privés, quand ils ne veulent pas faire de collaboration, mais enfin, ça c'est très peu quand même. Et ensuite, bien sûr, on a une vocation à donner des formations. De toute façon, moi je suis professeure à l'Université d'Orléans. Et on a même des formations qu'on est en train d'envisager au niveau national. Ce sera sûrement à partir de la fin de l'année ou l'année prochaine. On doit donc accélérer le développement de ces technologies avec un ensemble cohérent de projets en partenariat, et ça c'est très important. Et on va développer des outils pertinents pour cela. Comme ça, on aura des connaissances scientifiques et on peut encore en inventer de nouvelles technologies. Et c'est exactement ce qu'on fait. Le but aussi, c'est pas la peine d'être seul. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça en France aujourd'hui. Vraiment émerger une communauté multidisciplinaire de chercheurs qui s'intéressent à ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, cet après-midi, je fais partie d'un task force sur une utilisation de ces ARN avec d'autres pour justement qu'on produise des nouvelles thérapies anticancéreuses, par exemple en hématologie. Alors, en fait, nous, on a l'ART qui est là. Résumé de tout ce que j'ai dit là. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on a un développement technologique qui est très important, la structure de valorisation de l'INSERM, qui s'appelle l'INSERM Transfert, pour justement on puisse avoir des preuves de concept si nécessaire. Et eux, ils vont travailler avec la structure de valorisation des partenaires. Ça peut être privé, mais ça peut être aussi d'autres instituts nationaux. On aura cette production en bonne pratique, ou au centre hospitalier pour faire des essais cliniques. Et bien sûr, si tout va bien, on va avoir un marché et aussi on va avoir des industriels qui vont prendre nos technologies. Alors, au sein de mon labo, nous avons donc les compétences pour justement produire ces ARN messagers médicaments. Donc, on a une intégration de plusieurs plateformes. Là, je vous en montre deux. Une partie, c'est toute la partie ARN messager, donc le médicament.
Et là, on a différents types d'ARN messager. Je ne rentre pas dans les détails. En fait, on peut fabriquer des ARN qui sont conventionnels, mais aussi, qui sont aussi un peu plus sophistiqués, beaucoup plus longs, qui durent plus longtemps. Et ça, il faut vraiment le faire dans des conditions qui sont très particulières. Et vous allez voir, normalement, je pense que vous l'avez entendu parler, ces ARN messagers, on les produit par synthèse in vitro. Là, nous, comme c'est quand même, ça nécessite plusieurs réactifs et c'est un peu compliqué, moi j'ai proposé une bioproduction, on va en parler plus tard. Et vous voyez aussi qu'effectivement, on a besoin de ces vecteurs ou transporteurs, parce que ces ARN messagers, comme n'importe quel médicament à base d'acide nucléique, en fait, ils sont fragiles et il faut les empaqueter. Et ça ne rentre pas comme ça dans les cellules ou dans nos tissus, il faut les aider. C'est ça ce qu'on a. En fait, c'est les capsules graisseuses que vous avez entendu parler pour le vaccin. Il y a différents types, hein, je ne rentre pas dans les détails, mais en fait, c'est ce qu'on fait. Et nous, on produit microfluidique, donc un ingénieur qui est en train de le faire. Il y a différents types de machines. Et vous le voyez aussi ici, c'est qu'aujourd'hui, tous nos travaux, on va céder de l'apprentissage automatique, de l'intelligence artificielle pour que justement on puisse aller vite et mieux et ne pas perdre de temps. On a une plateforme d'équipement qui est quand même vaste, mais qui doit être encore consolidée. Et justement, l'INSERM et l'État a vraiment donné beaucoup d'aide pour faire cela. Et j'espère que la région Centre va encore nous abonder, parce que sinon on ne peut pas aller plus loin. Alors, nos atouts stratégiques, je pense que c'est important, c'est qu'effectivement, j'ai déjà dit les capacités d'innovation, mais on a aussi un solide réseau de centres et d'instituts. Vous voyez ici, ce sont en fait des intégrateurs et des plateformes qui sont labellisées en France. Ce sont tous des centres sur lesquels ils ont une technologie particulière. Et aujourd'hui, on peut dire qu'en France, l'État a donné les moyens pour que, on espère dans les années qui vont venir, on puisse être suffisamment puissante. Et franchement, dans les temps qui courent, c'est super important. Je ne vais pas détailler, mais RTTG, thérapie génique, c'est exactement comme la c'est dirigé à Bengali et c'est à Évry. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a des plateformes de production qui sont à Toulouse. Et il y a une relation avec des centres cliniques, parce que c'est ça ce qu'on espère, c'est d'aller en clinique. Et donc il y a le Vaccine Research Institute qui est dirigé par Yves Lévy, il y a le CHU de Besançon, il y a Immune4Cure, c'est un énorme institut pour les maladies auto-immunes qui est dirigé par le professeur Jürgensen. Et ensuite il y en a d'autres. Et le MICAT, là, c'est un centre qui se trouve à Berlin et lequel, effectivement, je suis professeur invité. Et bien sûr, il y a différents types d'associations. On ne peut pas faire de la science, en fait, de manière isolée. Il faut absolument être entouré. Alors, aujourd'hui, mon équipe de recherche, parce qu'il y a l'ART, il y a l'équipe de recherche, se trouve dans un laboratoire interdisciplinaire qui s'appelle le LIRSO. Il se trouve encore. On est en train de faire une demande pour devenir UMR-INSERM. Et en fait, ce LIRSO, c'est une équipe, comme son nom l'indique. Il y a plusieurs types, il y a 4 équipes. Moi, je dirige cette équipe qui s'appelle Thérapie innovante et nanomédecine. Il y a des gens qui font de la modélisation, d'autres la neuroplasticité, vous voyez. Et c'est dirigé par Guillaume Béraud. Alors, je voudrais en parler parce qu'effectivement, moi, j'ai mis en place ce système, cette structure liée à une interaction avec le complètement en rapport avec ce qu'on fait à l'ART. Et puis un autre axe qui est l'identification de nouvelles cibles thérapeutiques, mais aussi les thérapies innovantes. Et vous le voyez ici, en fait, en dessous là, nous avons tous les chercheurs et les enseignants-chercheurs, les cliniciens qui viennent, qui ont accepté d'être avec moi, et je les remercie. Donc c'est un laboratoire qui est fondamental à l'appliquer, et bien sûr, grâce aux cliniciens, on espère faire de la translationnelle. Alors, j'aborde maintenant, je vais aborder le sujet. Alors, j'ai décidé de faire quelques définitions, parce que pour que tout le monde soit au même niveau. Effectivement, les ARN messagers, c'est quoi? Donc, c'est une molécule qui est présente dans toutes les cellules de notre corps. C'est un composant essentiel de tous les organismes.
Et dans toutes les cellules, en fait, ça existe depuis des milliards d'années. Et son rôle, comme son nom l'indique, il fait le lien entre le gène, c'est-à-dire l'ADN, et la protéine qui est la molécule fonctionnelle. Il interagit avec des composants de la cellule. Là, en fait, on en a vraiment besoin parce que c'est cet ARN-là, cet ARN messager qui vont produire toutes les molécules dont nos cellules ont besoin pour vivre, pour se multiplier et que nos corps ont besoin pour fonctionner. Donc chaque ARN contient des instructions nécessaires à la fabrication d'une molécule spécifique et l'ARN transmet ces instructions à des usines, on appelle le ribosome, qui va en fait assembler les petits motifs et avoir notre protéine. Alors quand on a des maladies, eh bien, il y a des déraillements, il y a des problèmes partout. Donc, mais aussi une mutation au niveau du gène ou une mutation au niveau de l'ARN. Voilà. Donc l'ARN, pour nous, c'est un messager, c'est un médicament de choix. Alors pourquoi? Mais tout simplement parce que l'ARN va apprendre à l'organisme de produire ses propres médicaments. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, lorsqu'on identifie une molécule qui ne marche pas bien, on va en fait apporter l'ARN messager qui est correspondant et la cellule, elle va produire avec la quantité dont elle a besoin la protéine. On va créer la bonne protéine parce qu'effectivement, une fois administrée, l'organisme va prendre le relais et va fabriquer selon ses propres instructions. Alors, fabriquer un médicament à base d'ARN nécessite de le protéger, je vous ai dit. Une des caractéristiques, c'est sa fragilité, très fragile. Et il faut donc l'envelopper. Alors, quand vous avez entendu des gens qui racontent au moment du Covid qu'effectivement ça reste dans le corps, ça fait des dégâts, en fait c'est faux. Ça ne reste pas longtemps. Et d'ailleurs, si on veut l'utiliser comme médicament à long terme, on est obligé de réadministrer. Voilà. Il ne reste pas longtemps, il ne provoque pas de changement permanent, il ne modifie pas l'ADN, contrairement à tout ce qu'on raconte. Ça, c'est la structure de la double hélice. Là, c'est la structure de l'ARN. Il y a des différentes molécules. Et effectivement, vous avez les structures ne sont pas pareilles. Il y a double hélice, l'autre, la stabilité de celle-ci, de l'ARN, elle est vraiment très fragile. Je suis désolée, c'est en anglais. Mais les compositions, c'est presque pareil. Il y a le T qui est changé en U. Donc voilà, c'est la même chose, mais tout en étant différent. Quand on regarde cet ARN messager, en fait, c'est une grosse molécule quand on regarde les biomolécules du corps. L'anticorps, qu'on utilise déjà en thérapie, 50 kilodalton, alors ça, c'est les mesures que nous utilisons. Et cet ARN-là, il fait 1,3 mégadalton. Donc déjà, on part dans une autre structure, une autre dimension. D'où la complexité de pouvoir la manipuler en même temps. Beaucoup plus gros produits biologiques traditionnels, chargés très négativement. Alors, quand c'est chargé négativement, les molécules, ça se colle un peu partout. Et effectivement, ça pose quelques problèmes si on veut que ce soit assez marché dans des bonnes conditions. Je voudrais quand même dire que si on l'utilise de manière très correcte, donc ici c'est une figure, on regarde en fonction du temps, on regarde l'intégrité. Si on le manipule dans de très bonnes conditions, ça reste stable. Là, c'est le 100% intact. Mais alors, il y a des conditions où tout de suite, ça se dégrade. Donc, on sait très bien comment on fait pour la garder propre, mais aussi intacte, mais aussi, si on ne le manipule pas bien, les étudiants le savent, en fait, ça se dégrade. Donc, si vous voulez maintenant utiliser toutes les panoplies de molécules que nous avons dans nos cellules pour justement modifier nos cellules, parce que les cellules ne marchent pas très bien, en fait, nous en avons 3 possibilités. On peut utiliser l'ADN, qui est le gène. Ça veut dire qu'il faut récupérer le code qui correspond à la protéine. Vous voyez qu'il faut aller dans le noyau. Très compliqué. Mais aussi, on va peut-être toucher finalement nos chromosomes dont on n'a pas envie. Dans certains cas, on en a besoin, malheureusement. Mais en tout cas, dans beaucoup de cas, on peut ne pas le faire parce que soit on apporte la protéine, il y a déjà des thérapies qui sont à base d'insuline. Ça, c'est le peptide, c'est la protéine qu'on apporte. Les facteurs
le facteur 8 pour quand on a des problèmes au niveau du sang. Ça, c'est des protéines qu'on apporte. Alors, effectivement, le problème des protéines, c'est que c'est beaucoup plus compliqué à produire. Je n'ai pas le temps de vous en parler. Et c'est beaucoup plus long et beaucoup plus coûteux. Mais ça marche très bien, on est d'accord. Ou alors, vous pouvez utiliser l'ARN messager. Cet ARN messager n'a pas besoin d'aller dans le noyau. Cet ARN messager est beaucoup plus facile à produire et à utiliser par rapport à la protéine. Donc, l'avantage de notre l'ADN et aux protéines, en fait, c'est une machinerie de traduction dans l'autre partie de la cellule qui n'est pas le noyau, donc plus accessible. Pas de gènes. Alors, j'ai oublié de vous dire que lorsqu'on fabrique en fait des systèmes dans lesquels on va mettre un gène pour pallier à une déficience de mutation ou l'absence, ou tout simplement, oui, de mutation ou un problème au niveau de l'expression de ce gène, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle un plasmide, et ce plasmide, c'est issu de bactéries. Donc, quelque part, c'est assez lourd à faire parce qu'il va falloir vraiment être sûr qu'il n'y a pas du tout de gènes qui traînent. Incapable de cette écriture, vous voyez, c'est plus sûr. Une expression qui est quand même transitoire, donc je reviens à ce que j'ai dit. En fait, on maîtrise ce qu'on fait. Et par rapport aux protéines, on va dicter à la cellule de produire la molécule dont elle a besoin, la quantité dont elle a besoin et la forme qu'elle a besoin. Et enfin, quand on veut utiliser ça pour des vaccins, en fait, quand on fait un vaccin, nos cellules immunitaires vont prendre les protéines issues des virus, va les couper en morceaux et les représenter à leur surface. Et c'est comme ça qu'il y a une activation de cellules. Là, quand on utilise un ARN qui code pour la protéine virale, c'est ce qui s'est fait avec la Covid, en fait, on aura toutes les possibilités de ce qu'on appelle épitopes. En fait, c'est les morceaux de la protéine virale qui peut déclencher la réponse immunitaire. Donc, il y a un défi, c'est l'instabilité. Vous allez voir, en fait, comme c'est un ARN, ça peut aussi provoquer des réactions immunitaires, mais aujourd'hui, les connaissances sont telles qu'on arrive à les maîtriser. Donc là, je vais juste faire un schéma pour dire qu'on a pléthore d'utilisation en immunothérapie. Alors, l'étape clé de ce développement, quand même le savoir, 1900, c'est la découverte. 1900, vers la découverte, c'est tous les travaux qui ont été faits. 1961, c'est la découverte de l'ARN. 1984, c'est la découverte de la synthèse in vitro de cet ARN. 1990, on a commencé à savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on injecte de l'ARN, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'elle va cette molécule. Et ensuite, la production, ça c'est la connaissance qu'effectivement, si on prend un ARN sans faire une modification, on va induire une inflammation. Et on va le voir après. Et là, ça c'est Katalin Karikó qui a proposé de faire des modifications, et c'est comme ça qu'elle a eu le prix Nobel. Alors, évidemment, nous avons des savants français dont on peut être fier. C'est le professeur François Gros, le professeur François Jacob et aussi André Le Wolf. Ce sont vraiment les pères, en fait, de ce domaine de recherche. C'est juste incroyable parce que ce sont des grands savants, pour nous, ce sont nos pères qui ont vraiment, dans le monde, c'est eux qui ont vraiment défriché la science sur cette molécule. Je présente cette diapositive qui est un peu lourde à voir, mais je pense que c'est important parce que pour moi, ça me permet de vous dire que on arrive là où on est aujourd'hui, parce que la science, je répète, elle n'est pas monodisciplinaire, elle est multidisciplinaire. Et vous voyez, en fait, c'est un coup de cœur envers, c'est de la science fondamentale, l'ARN messager, biologie moléculaire. C'est la livraison, ce que j'appelle la nanomédecine, la manière de transporter. Et en rouge, les applications médicales. Donc là, je démarre en 1961 et vous voyez qu'il y a une ping-pong, même si c'est en anglais. On voit le ping-pong entre les différentes disciplines. Et c'est grâce à ça que finalement, un collègue identifié si cet ARN-là, certains vont pouvoir dire, tiens, je vais pouvoir l'utiliser pour
faire de la thérapie. Et aussi ici que, effectivement, là, c'est les collègues Katalin Karikó et Drew Weissman, c'est en 2005 qu'ils ont identifié une particularité de cet ARN messager qui fait que aujourd'hui, on peut l'utiliser tranquillement sans inflammation. Le premier start-up sur les ARN, c'est en Allemagne, à Tübingen, finalement une petite ville comme nous, qui s'appelle CureVac. Ils étaient dans la course sur le vaccin, mais ils ne sont pas y arrivés pour diverses raisons. Et ensuite, en 2008, Ugur Sahin et Özlem Turci, sa femme, a décidé de monter pour l'oncologie, parce qu'ils étaient en fait oncologues. Et en 2010, Stéphane Bancel, vous savez, c'est le Français qui s'est expatrié, qui est allé aux États-Unis, parce qu'en France, en fait, il était à Biomérieux, bon, il avait une vision, il n'avait pas et l'argent et l'écoute, donc il est allé le faire là-bas aux États-Unis. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment une recherche qui date de plus de 60 ans maintenant. Je présente aussi celle-ci pour vous dire que ici, en orange, ce sont les étapes de l'ARN messager, et en vert, ce sont les étapes de la science qui correspond aux transporteurs. Et c'est assez étonnant de voir que démarrage de l'ARN en 1961, démarrage des lipides, des capsules de lipides aussi en 1961. D'accord ? À l'époque, ils étaient très... Et effectivement, ce sont ces NP ou ces liposomes, on les utilise pour nos chimiothérapies, déjà. Et vous voyez, c'est ce monsieur-là qui s'appelle Peter Cullis qui a décidé d'utiliser une autre manière de produire ça de manière robuste, homogène, c'est en utilisant la microfluidique. La structure de cet ARN est connue, très connue. Je ne vais pas aller dans les détails, mais juste pour vous dire qu'il y a 4 parties. Il y a une coiffe, c'est pour ça que j'ai mis un petit chapeau. Ensuite, vous avez la queue, qu'on appelle la queue polia. En fait, tout ça, ces 2 parties-là sont là pour protéger. Ensuite, vous avez ici le gène, enfin, la partie qui code, on appelle ça la partie codante, ce n'est pas le gène, pardon. Et après, vous avez des régions. Au départ, on l'a appelée non codante parce qu'on ne savait pas, mais en fait, ce sont des parties qui sont extrêmement importantes aujourd'hui et on les manipule quand on veut avoir une certaine particularité de nos ARN. Alors, vous voyez, il y a des briques, donc ce sont des briques. Vous vous rappelez, au moment du Covid, les boîtes de biotechnologie ont dit si jamais notre vaccin ne marche pas parce qu'il y a un nouveau variant, ça va être très rapide pour changer ce vaccin. Ben, en fait, il suffisait juste de couper cette partie codante et de le remplacer par une autre partie codante. Donc, en fait, on fait un coupé-collé. Et donc, ça va vite. Donc, c'est ce qu'ils ont. C'est ce qu'on va faire. Donc, c'est ça aussi ce qui est bien. Alors que quand c'est une protéine, c'est un peu plus lourd à utiliser. Alors, Katalin Karikó et Drew Weissman ont eu le prix Nobel pour une raison très simple, c'est qu'ils ont fait leur travail, en fait, c'est un véritable jalon dans la science sur les ARN messagers au niveau thérapeutique et vaccin. Elle essayait de produire des vaccins pour HIV, pour le VIH. Ils n'y arrivaient pas. On a démarré aussi au laboratoire en 2004. En fait, à l'époque, je manipulais encore. Un coup, ça marche, un coup, ça ne marche pas. Un coup, ça marche, un coup, ça ne marche pas. Et sincèrement, on ne savait pas pourquoi. Comme Drew Weissman est immunologiste, ils ont pu croiser leurs connaissances des molécules moléculaires et ils ont aperçu que finalement, lorsque vous emmenez un particule d'ARN messager ou s'il y a une ou alors lorsqu'il y a une infection virale, je ne détaillerai pas, mais les molécules que vous voyez dans la cellule s'allument. S'allument, c'est comme s'il y avait une particule étrangère qui arrive. Et c'est normal et c'est tant mieux. Et c'est ça qui fait que de temps en temps, vous avez un blocage
de la production de la protéine, et donc ça ne marche pas. Staline Carico, c'est qu'il a eu l'idée de récupérer tous les ARN issus de la cellule, je ne vous ai pas dit, mais en fait on a des ARN messagers, on a des ARN pour des ribosomes, on a des petits ARN, elle les a récupérés et elle les a incubés avec des cellules du système immunitaire. Et elle a regardé s'il y a une production d'une molécule inflammatoire. Et en fait, elle a vu que ils viennent de coli, et Escherichia coli, c'est une bactérie. Alors, qui viennent de mitochondries, qui est en fait l'ancêtre de bactéries, cette inflammation, et c'est pareil lorsqu'on a avec un ARN qu'on produit in vitro. Par contre, l'ARN messager issu de cellules, ben ça n'induit pas. Pareil pour cet ARN, ces petits ARN spécifiques. Je ne vous ai pas mis là, mais là, quand on regarde la structure, ces sont fortement modifiés. Il y a des modifications chimiques. Et en fait, ces modifications chimiques sur la structure de l'ARN, ils ont des rôles. Le rôle est simple, c'est des rôles pour la fonction de certains ARN, mais aussi pour indiquer tout simplement à la cellule que les ARN qui proviennent d'elles-mêmes portent une étiquette. Et donc, il ne faut pas les détruire. Alors que les ARN qui viennent d'ailleurs, de bactéries ou de pathogènes, ne portent pas. Donc, il faut le détruire. Vous voyez ? Alors, il a eu l'idée, elle a simplement récupéré ces modifications, elle les a mis quand elle les a produits, et là, je reprends mon petit schéma. Le TNF, donc, qui correspond. Vous voyez que lorsqu'on a ces modifications, il n'y a plus cette grande barre-là qui indique qu'il y a une production de molécules inflammatoires. Et en conséquence, bien. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces modifications au niveau des ARN, ils sont conservés dans tout le royaume eucaryote, c'est-à-dire de la levure qui est une eucaryote, jusqu'à nous, chimpanzés, etc. Donc, l'ARN messager, si elle n'est pas modifiée, a quelques propriétés inflammatoires qu'on peut exploiter pour faire des vaccins. On peut maîtriser cette inflammation en les modifiant. Voilà. Alors, je reviens maintenant au vaccin, parce qu'effectivement, c'est ce vaccin qui a révélé le potentiel de cet ARN messager. Donc, vous voyez ici, qui est quand même assez atroce. Il y en a encore qui ont des problèmes parce qu'ils ont eu des Covid. Hélas, on est en train de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et en fait, ce virus, il présente les molécules qu'on appelle spike à l'extérieur de sa surface. On sait comment ça marche. En fait, il y a eu déjà une autre famille, un virus qui ressemble beaucoup à ce virus, à ce Covid-19 là, quelques années auparavant. Donc ça nous a permis d'aller vite en termes d'identification de la molécule de surface. Et on sait très bien comment ce virus s'attache sur la molécule, sur la cellule du poumon, de l'épithélium respiratoire. Et c'est comme ça qu'on a pu aller vite dans la production de ce vaccin. Alors, c'est un peu compliqué, mais je voulais quand même partager avec vous pour que vous sachiez vraiment que finalement, grâce à cette intelligence artificielle, on peut aller vite et très bien. Aux États-Unis, il y a eu un chercheur qui a eu l'idée, parce que quand on fabrique en fait des séquences comme ça, des ARN, il faut qu'on trouve le moyen de le rendre stable, de le rendre bien. Il faut que ce soit plus fonctionnel, il faut que ce soit... Mais pour faire ça, soit on fait des tests, on recommence, on modifie, on recommence, et on perd un temps fou, c'est ce qu'on avait fait avant. Hein. Mais en fait, lui a eu l'idée de se dire, mais finalement, nous avons une suite. Vous avez A, U, G, C. Quand on regarde, c'est une suite de lettres.
Et aujourd'hui, il y a des reconnaissances de langage en intelligence artificielle. Vous le voyez là. La machine, l'algorithme reconnaissent le langage, c'est des connexions qu'il est en train de faire. Donc lui, il a tout simplement dévié l'algorithme pour la reconnaissance du langage pour l'utiliser pour justement aller vite en termes d'identification de la bonne structure de notre ARN qui code pour le fameux spike. Alors, effectivement, c'était important parce que à chaque fois que nous, on essaie d'améliorer notre structure, il va falloir jouer sur les différentes potentialités parce que, en fait, le code génétique est composé d'une combinaison de 3 lettres. Hein? En plus, c'est redondant. Donc, pour avoir la bonne combinaison suffisamment stable, ça met énormément de temps. Je vous montre la fameuse protéine spike, à longueur là, en fait, il y avait 2,4 10 puissance 632 fois, c'est-à-dire il aurait fallu là, des dizaines d'années pour pouvoir faire des modifications et des tests. Avec l'algorithme linear design de Zhang, il a mis 11 minutes. 11 minutes, il a trouvé la bonne combinaison et la meilleure. Et effectivement, pour aller un peu vite, vous voyez, ça c'est la structure, c'est ce qu'on utilise nous en biologie ça c'est la structure des différentes séquences. On voit que l'ARN messager normal, en fait, avec son amélioration, vous voyez ce qu'on a, il n'y a pas beaucoup de coupures et donc c'est pour ça que ça a été très bien et vite et rapide. Alors ça me permet de vous dire que maintenant, il faut quand même les internaliser, ces fameuses ARN-là. Donc, il va falloir faire en sorte que ça rentre dans nos cellules, que ça aille là où il faut pour qu'il y ait une expression. Donc là, c'est juste qu'il y a des barrières que tous les jours, on essaie d'enjamber pour que ça marche. Ce n'est pas évident parce que ces barrières-là sont quand même assez dures, étant donné que la cellule n'accepte pas de prendre n'importe quoi, hein, et c'est tant mieux. Sinon, on serait tout le temps malade. Donc nous, on va travailler sur l'absorption, on va travailler sur le passage, on va travailler sur ça tout le temps. Et c'est ça, en fait, la science de la nanomédecine. Hein. C'est une sorte de Lego qu'on essaie de faire dans notre laboratoire. Aujourd'hui, il y en a de ces types de transporteurs. Vous en avez de différents types. Celui-ci, c'est le lipide nanoparticule LNP, c'est la capsule graisseuse qui a été utilisée. À chaque fois qu'on fait ce type de vecteur, il va savoir avoir une question de dose et d'exigence en matière de chimie, de fabrication et de contrôle pour qu'il n'y ait pas de toxicité. Bien sûr, pour qu'il y ait une meilleure absorption, une distribution, un métabolisme, une excrétion, parce qu'on n'en a pas besoin de le garder. Et bien sûr, là, le défi, c'est le ciblage vers les cellules qui sont malades. Alors pourquoi on a utilisé ça? Mais tout simplement parce qu'en 2018, il y a un autre médicament qui s'appelle patisiran, qui a été accepté en clinique. C'est un médicament qui a été utilisé, c'est pour des petits ARN, pour bloquer l'expression d'une protéine qui s'appelle transthyrétine, qui en fait est surexprimée dans des malades qui sont en polyneuropathie et qui meurent à l'âge adulte. C'est affreux. Et aujourd'hui, il y a des jeunes enfants qui vivent très bien grâce à ce médicament. Pour aller plus vite en clinique, on utilise toujours la même chose. Comme ça, on sait que c'est déjà accepté, en fait, ces composés. Et utiliser la microfluidique, comme je vous ai dit. Les vaccins, on le sait ce qu'il y a dedans. En fait, vous voyez, Moderna et BioNTech, c'est à peu près la même chose. Il y a juste un lipide qui change. Et ça, c'est important de le savoir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a utilisé. Et aussi la manière de conserver qui change. Mais on a exactement le même ARN. Alors, désolé, c'est en anglais, mais
Et on savait, les Chinois ont dit, on a une pandémie. Janvier, tout de suite, la séquence a été obtenue, totale, du virus. En février, premier batch clinique de Moderna. Donc c'est d'une rapidité, comme je vous ai dit. Et vous voyez, en mars 2016, là, en mars, phase 1. Ensuite, je vais aller assez vite. Et vous voyez qu'en septembre, on était déjà en phase 2. Et puis après, nous avons eu l'acceptation par les organismes de santé. Alors, il y a des gens qui ont dit, mais ça va très vite. Pourquoi? Est-ce qu'on a enjambé des choses? Est-ce qu'on a fait n'importe quoi? En fait, je viens de vous le dire. Il y avait déjà des essais cliniques sur les vaccins pour les cancers qui étaient déjà en cours. Donc, on savait ce qu'il fallait mettre en termes d'ARN. Ensuite, je viens de vous montrer, pour le transporteur, il y avait aussi déjà une utilisation en clinique. Donc, effectivement, on a le savoir-faire. Et en plus, je peux vous dire que les boîtes, il y avait des gens, ils ne dormaient pas. C'est-à-dire non-stop. Ils travaillaient, ils étaient 3000, 5000 à travailler, non-stop. Donc, c'est pour ça qu'on a eu tout ça. Donc, si on regarde le vaccin traditionnel qui met de 12 à 15 ans pour le développer, parce que c'est à base soit de pathogènes atténués, donc vous imaginez, il va falloir même faire attention quand on a un pathogène atténué, c'est lourd, ou des protéines, c'est lourd, je vous ai dit aussi, ou alors l'ARN messager. Ça allait vite parce qu'effectivement, il y avait le MERS-CoV-2 qui était déjà connu, et bien sûr, important de le dire, on était en pandémie, les entreprises travaillaient à perte, c'est-à-dire qu'ils démarrent la phase 1 en essai clinique. Dès qu'il y a quelque chose qui marche très bien, ils lancent la phase 2. Ça ne veut pas dire que tout ce qui marchait très bien en phase 1 marcherait en phase 2, mais ce n'est pas grave parce que c'était la guerre contre le virus. En temps normal, on ne peut pas faire ça, ça coûte trop cher. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on est allé assez vite et c'est pour ça qu'on a été quand même assez sauvés. Oh, voilà. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on arrive avec ce vaccin, à la production en fait, dont on a besoin de tuer les autres cellules qui sont en train d'être infectées. Il y a juste un petit hic, c'est que les vaccins, on l'a fait très vite. On sait, on attaque le mucus, enfin c'est le mucus respiratoire, la voie respiratoire, et là, pour bloquer en fait ce vaccin, au niveau, ces virus au niveau nasal, eh bien, on doit, et c'est ce qu'il est en train de faire, fabriquer des transporteurs beaucoup plus spécifiques, mais on n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps. Là, je vous montre le vaccin BioNTech. Ce schéma, cette figure, c'est pour vous dire que si on n'est pas vacciné, en fait, le placebo, ça, c'est le nombre en fonction du temps qui sont atteints de Covid. Et ici, lorsqu'on a été vacciné, en fait, on a quand même une diminution. Pardon, c'est l'hospitalisation, là, ce que je suis en train de montrer. On a exactement la même chose pour Moderna, comme vous voyez ici. Et j'ai oublié de vous dire que ce sont des vaccins qui ont une efficacité à 94-95%, très efficace. Notre vaccin contre la grippe, en tout cas celui qui est là, il est à 45-50%, il n'est vraiment pas top. Et d'habitude, il soit à 60%. Mais donc là, on a quelque chose qui est très élevé. Alors, tout ça montre qu'effectivement, vraiment une sensibilité de cet ARN messager. Et donc, on a maintenant une branche émergente de médicaments disruptifs parce qu'on peut faire une stratégie personnalisée, parce que c'est à partir du gène, mais on peut faire aussi une stratégie universelle. Je vais vous donner, et il y a différentes indications. L'immunothérapie, le remplacement de protéines, l'édition génique, mais aussi la reprogrammation. Oups. Et voilà les promesses. On a une grande opportunité pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits. On a une efficacité accrue en R&D, une production rapide et une plus grande efficacité. Tout ça nécessite ces trois blocs-là. Donc, il va falloir travailler pour pouvoir l'exploiter à fond.
Voici les indications. L'immunothérapie, regardez le marché, 277 milliards de dollars en 2031. L'édition du génome, c'est-à-dire que lorsqu'on a un gène qui est malade, on peut l'exciser avec les ciseaux génétiques et on remplace, ou alors on l'élimine, hein, tout simplement. Les maladies cardiovasculaires, hépatiques, tout ce qui est addition de gènes, en fait, il y a des gens qui n'ont pas un gène qui s'exprime, on peut le rajouter. Donc, en fait, au lieu de rajouter de gènes, on va rajouter la protéine, ou alors on va faire ce qu'on appelle une édition, là encore une insertion de gène. Et les indications de maladies régénératrices, vous savez que, heureusement pour nous, l'âge de la population est augmenté. Et là-dessus, on a aussi beaucoup de maladies du vieillissement. Diabète, ulcère des jambes, régénération osseuse, ça marche assez bien sur les ARN messagers. Alors, mais moi, je vais me consacrer aujourd'hui sur le cancer, parce que vous savez que ça, c'est un peu, en fait, notre problème, et c'est tellement injuste. Quand on a un cancer, on sait aujourd'hui que la cellule cancéreuse présente des modifications au niveau de leur surface qui sont assez communes pour différentes personnes. Donc, en fait, on peut les utiliser pour faire des vaccins contre ces cellules cancéreuses-là. Mais la cellule cancéreuse, elle est tellement maligne qu'elle fait aussi des nouveaux antigènes, qu'on appelle les néo-antigènes. Et c'est ça qu'il faut aussi qu'on attaque. Et c'est pour ça qu'on peut faire ce qu'on appelle une médecine personnalisée. Donc là, on identifie, on fait une analyse in silico, on fait une analyse, on regarde et on peut identifier la cartographie par malade, ce qu'ils expriment, ce qu'ils expriment, et on peut l'utiliser pour faire des vaccins. Donc la tumeur, on ne l'appelle pas maligne pour rien, parce qu'il détourne, hein, il bloque, il détourne notre système immunitaire, et donc ça va nous poser un problème, parce qu'en fait, il produit des cytokines qui sont là pour les faire proliférer, qui sont là juste pour les rendre mieux encore. Donc il va falloir qu'on bosse là-dessus. Aujourd'hui, l'immunothérapie, elle est basée sur soit ce qu'on appelle les CAR, vous savez, ces récepteurs chimériques qui sont utilisés ex vivo, parce qu'on ne le sait pas encore faire in vivo. On récupère les cellules d'un patient, on les modifie, et les modifications, en fait, c'est en tel que on va les armer de telle sorte à ce que lorsqu'on les réinjecte dans la cellule, elles attaquent directement les cellules cancéreuses. Il faut savoir qu'à l'IGR, dans différents types d'hôpitaux, on les utilise et ça marche très bien. En tout cas, pour les hémopathies malignes, ça marche très très bien. Mais on a un souci parce que, heureusement, dans le cas de certaines tumeurs solides, ça ne marche pas encore. On commence à savoir pourquoi, mais ça ne marche pas encore. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle les inhibiteurs de point de contrôle. Donc, ce sont des anticorps, parce qu'effectivement, cette cellule, maligne comme elle est, une molécule, peu importe la différence qu'elle a, vous savez ce qu'elle fait? Elle reconnaît du système immunitaire, en la reconnaissant, elle bloque son efficacité. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle inhibiteur de point de contrôle. Et puis, elle devient énergique, elle ne marche plus. Et bien là, encore, on va pouvoir déjouer tout ça de telle sorte à ce que, en fait, notre corps puisse se défendre. Je vous montre des résultats cliniques qui sont extrêmement intéressants. De BioNTech, c'est un mélanome, ce sont des personnes qui ont le métastase de mélanome grade 4, qui normalement, hélas, n'ont pas d'issue. Ils ont été traités par des ARN messagers. Alors, on les appelle la vaccination thérapeutique parce que les gens sont déjà malades et on arrive avec un ARN qui code pour des antigènes. Je pense qu'aujourd'hui, on va le changer en immunothérapie parce que c'est un peu bizarre. Là, ce sont des molécules qui sont exprimées par beaucoup de malades. Donc, ils ont des molécules d'ARN, ils les ont injectées en intraveineux et là, le produit est là. Donc, c'est un mélanome qui est avancé et effectivement, on injecte, on fait plusieurs fois, et après on récupère et on regarde qu'est-ce qui se passe. Une fois qu'on a injecté, là je vous montre l'essai sur 42 patients, mais il y en a plus aujourd'hui. Une fois qu'on a injecté l'imagerie, on voit que la patte de la personne, elle s'active. Donc ça veut dire qu'il y a une réponse qui se fait en place.
de certains types de molécules dont on a besoin pour se défendre contre... Et je vais juste vous focaliser sur... Parce que c'est un mélanome métastatique, donc il est déjà dans le poumon. Vous voyez le poumon de ce patient-là, lobe gauche en haut et en bas. Ici, c'est la tumeur. Avant, donc là, c'est un traitement avec un anticorps contre le point de contrôle et on a rajouté la vaccination. Donc, vous voyez, la tumeur s'est réduite. Celui-là, il est beaucoup plus petit, donc il a disparu. Quand on regarde les lésions au niveau, les lésions de métastase, les malades qui répondent, en fait, ça diminue, ou alors ça disparaît. Et là, on voit ici, ça c'est une représentation où on voit que ici, là, les malades qui répondent, les malades sont chauds, très bas, des fois c'est non détectable. Donc, ça parle d'eux-mêmes. Donc en fait, en ajoutant le vaccin ARN avec l'anticorps contre les points de contrôle, 40% de malades, en fait, qui sont normalement voués malheureusement à la mort, arrivent à résister, et il y en a qui sont encore vivants. Moderna a fait la même chose. C'est un peu différent. Cette fois-ci, eux, ils ont utilisé les néo-antigènes, les fameux néo-antigènes. Donc, on regarde les antigènes cancéreux spécifiques aux patients. Donc, effectivement, là où c'est très intéressant, c'est que nous, on peut mettre énormément de molécules au sein de cette capsule graisseuse. Là, il y en a 34 qui sont mis. Ils ont fait une injection. Alors, là, l'autre, c'était une injection intraveineuse. Là, c'est une injection intramusculaire. 57 patients. Regardez, là, c'est de montrer différents types de figures. Vous voyez, hein, il n'y a pas de tout. Presque 80% des malades sont encore vivants. Donc, réduction de risque de récidive ou de décès diminué de 49%, c'est quand même bien. Et puis, le métastase est de 62%, et ils sont en phase 3. La thérapie personnalisée, c'est vraiment ce qu'on doit faire aujourd'hui. C'est-à-dire que pour chaque malade, il faut savoir qu'est-ce qu'il a, il faut savoir comment il réagit, et il faut savoir quels sont les antigènes qu'on doit utiliser. Aujourd'hui, on a maintenant des séquençages de nouvelle génération, on a aussi d'autres types d'équipements qui nous permettent d'identifier la particularité pour chaque malade. Et c'est ça, en fait, ce que nos collègues oncologues veulent le faire, et bien sûr, associé à des chercheurs, des labos comme le mien. Là, c'est un exploitation d'un néo-antigène. Donc, qu'est-ce qui se passe? On opère le malade, on récupère l'échantillon, on regarde qu'est-ce qui a changé. On priorise, donc là on utilise l'intelligence artificielle pour savoir qu'est-ce qui est le meilleur à être utilisé ou pas. On fabrique et on a la messagerie. Et ici, vous voyez, on a notre fameux néo-antigène et là, et ici, là, comme eux, ici, c'est juste une injection dans le ganglion, direct. D'accord ? Donc, c'est juste pour vous dire qu'on peut faire différents types de moyens. Et là, spectaculaire, parce que vous voyez ici, hein, là, c'est le métastatique, événement métastatique. Traité, il n'y en a plus. Voilà. Diminution même de molécules, lorsqu'on rajoute l'anticorps anti-PD1, ben, en fait, c'est une autre molécule dont on a besoin pour se défendre contre le cancer. Encore, on voit la vaccination, vous voyez les tissus qui sont tumoraux. Après la vaccination, les tissus qui sont tumoraux, ils sont néphrotiques, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'être éliminés. Voilà. Et là encore, ils sont en phase 2.
Le dernier que je vais vous montrer, c'est celui qui, pour moi, le plus important, c'est contre le cancer du pancréas. Dieu sait, vous savez que l'adénome du cancer du pancréas, c'est le plus violent, et malheureusement, ce n'est pas top du tout. Eh bien, BioNTech a fabriqué avec une université américaine une vaccination en récupération, en process. On fait exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il appelle ça autogène sémuvéran. Et là, ils sont obligés de faire un traitement, parce que c'est lourd, dur, d'abord avec un anticorps pour bloquer les points de contact. Ensuite, plus d'infections avec ce M-folfirinox. C'est un mélange de cocktails de médicaments qui sont très lourds. Et ensuite, on rebooste les mêmes vaccins et il regarde. C'est quand même pancréas métastatique. Donc normalement, hélas, les patients qui sont traités, on ne peut plus rien faire pour eux. Regardez le résultat. Première vaccination, un boost en fait de lymphocyte T, dont on a besoin pour on regarde, ça tombe, même si on fait de la chimiothérapie. On rebooste, ça remonte. Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Voyez? Alors hélas, il y a des personnes où ça ne répond pas. Donc ça augmente, on refait une deuxième fois, ça ne marche pas. Donc ça, c'est la différence entre les différents. Il y a 47% en fait de possibilités pour que ça se rebooste en termes d'expression, en termes de réponse. Et là, avant la chirurgie, ici, en fait, on a le cancer. Après le vaccin, il y a très peu. Deuxième vaccin, un tissu qui est à peu près correct. C'est important parce que malheureusement, ces patients, au bout d'1 an, ils meurent tous. Et là, vous voyez, les patients qui ont été traités, ils ne meurent pas encore. Et ça continue. Et là encore, ils sont en phase 2. Je pense que c'est vraiment excessivement prometteur. Donc, c'est quand même puissant. Alors maintenant, je vais juste vous dire que, effectivement, la production de ces vaccins, c'est détenu, les licences sont détenues beaucoup par les Américains. Et bien, c'est comme ça. Disons. Cette production, je vous en ai parlé, mais il y a énormément de réactifs dont on a besoin. Ces modifications-là de nucléotides qui sont assez chères, 90% du prix. Ensuite, il y a encore d'autres étapes pour les purifier. Alors moi, au sein de mon labo, on a décidé d'essayer de faire une autre alternative, réduire ce coût, parce que faire une thérapie innovante qui est simplement limitée à quelques privilégiés, je pense que ce n'est pas possible. On va essayer de faire quelque chose. Donc, en fait, ici, on a pris de la levure, parce que la levure, on l'utilise déjà pour produire l'insuline, pour produire beaucoup de choses, et on a détourné cette levure pour qu'il produise les ARN dont on a besoin. En rouge, c'est les ARN. En vert, c'est simplement la molécule, la protéine qu'il attrape lorsqu'il est en train d'être produit par la levure. Et en fait, on part de tout ça comme nombre de réactifs pré-purifiés. On utilise, on réduit en levure, plus juste 2 types de molécules. Une plasmide qui code pour la protéine que j'appelle CHA, qui est en capsule, qui est vert, et puis là, l'autre plasmide qui code pour l'ARN d'intérêt. Alors bien sûr, c'est challenging. Hein. Donc là, il y a un projet européen que je coordonne qui est là-dessus, et j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a cet entrepreneur-là qui s'appelle Pascal Viguier, qui a décidé de prendre la technologie. Il s'est associé avec Thierry Ziegler, qui est un développeur, quelqu'un qui est un expert en développement pharmaceutique, et en fait, on a monté une boîte qui s'appelle Bjorna, et le but, c'est qu'on va travailler ensemble avec européen, dérisquer cette technologie. Et voilà ce qu'on veut faire, c'est qu'on espère, en 2027, on aura quelque chose qui est en grande échelle pour tout le monde. Alors, dernier que je vais vous parler, c'est effectivement, qu'est-ce que nous, on fait aussi dans mon labo? Eh bien, dans mon labo, on fait également, on fait partie, alors je ne sais pas si, je pense que vous avez déjà entendu parler, Emmanuel Macron a lancé le France 2030, c'est pour justement la France de l'innovation.
Et donc, des programmes prioritaires. Effectivement, mon laboratoire, il occupe une position qui est stratégique au sein de cette PEPR pour biothérapie, production des thérapies innovantes, parce que nous sommes un projet. Il y a un projet que je porte sur la production de vaccins mucosal pour que justement ça arrive à bloquer l'infection une fois qu'on est vacciné. Les cellules pluripotentes induites pour l'oncologie ou la mais un autre des lymphocytes B et des modalités vaccinales, un autre sur des hybrides, un autre type de transporteur qui est encore plus efficace que ce qu'on a, et puis des innovants pour la régénération, maladies articulaires. Je vous dis qu'il y en a beaucoup parce qu'il y a le vieillissement de la population. Celui que je porte, c'est en franc anglais, je suis navrée. En fait, celui que je porte, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. Je voulais juste vous dire qu'effectivement, il y a 11 issus de différents instituts multidisciplinaires, comme vous le voyez ici. Et en 2 ans, quand on se met ensemble comme ça, en 2 ans, on a une structure avancée d'ARN messager et aussi des formulations, c'est-à-dire le transporteur souverain, c'est-à-dire fait par nous, et on est en train de chercher de breveter. Et que ça marche à la fois au niveau intramusculaire, mais aussi au niveau nasal, et on espère qu'on aller un peu plus loin là-dessus. Voilà, j'en arrive à ma conclusion. Juste pour vous dire que cet ARN messager, c'est une modalité de potentialité. On sait que si on utilise une protéine, il en faut 100 fois plus de molécules. Donc quand même, il y a une réduction de coût. Ça peut induire une stimulation du système immunitaire, donc c'est très bien pour le vaccin, mais on peut aussi bloquer ça. Et on peut l'utiliser pour l'injection, par exemple. On peut faire de la personnalisation, parce que c'est issu du gène, comme vous le savez maintenant. Et puis, on peut faire énormément de choses, soit faire exprimer une molécule, une petite molécule qui est capable d'éliminer peut-être des cellules, ou alors d'augmenter la prolifération. Et ne pas oublier qu'on peut faire des combinaisons thérapeutiques. Ce n'est pas la peine de l'utiliser toute seule, ça peut marcher très bien. Et aujourd'hui, on a en fait la possibilité de faire des récepteurs chimériques. Le CAR, c'est avec les lymphocytes T. Maintenant, on peut faire des natural killers et le CAR avec les macrophages. Tout ça, ce sont des types de cellules immunes qu'on peut manipuler pour justement se défendre contre le cancer. Et je pense que j'ai fini pour vous montrer qu'aujourd'hui, 200 essais cliniques qui sont en cours sur les ARN. Et ce sont des gens qui ont une maladie auto-immune où elles n'arrivent même pas à bouger les femmes tellement elles sont épuisées. Et aujourd'hui, en utilisant justement des ARN pour fabriquer le fameux CAR T, là, eh bien, elles arrivent à faire ce qu'elles ont faire dans la journée. Là, c'est parler des essais cliniques. Il y a quand même le vaccin RSV, vous savez, le virus respiratoire qui a été accepté, pas en France, hein, mais ils ont eu en Angleterre. On ne l'a pas eu en France. Et ça, c'est les gens qui travaillent beaucoup là-dessus. Il y a Moderna et BioNTech. Et puis, oui, pour vous dire qu'effectivement, aujourd'hui, hein, c'est les ARN qui tiennent le haut du pavé, les ARN messagers, par rapport à d'autres types, parce qu'il y a d'autres types d'ARN, des petits ARN, hein, qui sont aussi, qu'on peut utiliser ensemble par ailleurs, pour inhiber cette fois-ci, hein, lorsque c'est trop. Et voilà. Et j'en ai fini pour remercier les supports, enfin, les gens qui nous financent, parce que sinon on n'y arrivera pas, mes collègues qui travaillent énormément. Je sais que je suis un peu dure avec mes jeunes, mais bon, j'espère qu'ils savent que c'est important pour eux. Enfin, elles sourient, donc ça va, je pense. Et puis, oui, il y a aussi des collaborations privées. Et vous, un grand, grand merci pour m'avoir écouté. Merci. J'aurais une question. Vous avez évoqué
Oui. Et vous n'avez pas évoqué Pentier et Jennifer Oui. qui, pour le ciseau, oui. Je l'ai pas. Oui, parce que c'est eux, c'est les ciseaux, justement. C'est les ciseaux génétiques. Donc, effectivement, non, en fait, c'est pour manipuler le gène, plutôt. Donc, c'est plutôt le gène. Donc, effectivement, moi, au sein de mon laboratoire, j'utilise un des morceaux, au lieu d'utiliser la protéine, nous, on l'utilise sous forme d'ARN. Donc, oui, vous avez raison, mais je n'en ai pas parlé parce que ce n'est pas du tout dans l'ARN. En fait, c'est les ciseaux génétiques pour couper l'ADN. Vous voyez ? Oui, c'est l'ADN. Ouais. En fait, on emmène, mais on peut, il y a différentes modalités. Et là, aujourd'hui, c'est assez lourd hein, quand on utilise des protéines ou on utilise du gène. Nous, avec l'ARN messager, on arrive à le faire. Voilà. Et simplement, comment Pfizer n'a pas été évoqué, pour quelle raison, alors qu'il a été un acteur? Non, mais BioNTech, c'est Pfizer, hein, je suis désolée. Hein. Oui, BioNTech, il est avec Pfizer. Et puis, je vais vous dire, si, il faut l'évoquer parce que je suis financée par Pfizer. Donc, ça aurait été un peu... j'ai énormément de... Puis ce sont des gens qui sont excessivement respectueux. D'accord. Merci. Je crois qu'il n'est pas branché. Ah, d'accord. Je voulais savoir pour le Covid-19. Oui. Les cellules qui fabriquent l'antigène Spike, si j'ai bien compris, c'est ça? Spike, oui. Spike, j'ai pas... qui se met à la surface de la cellule, c'est les cellules du poumon alors en fait? Non, en fait, quand on fait la vaccin, on injecte en intramusculaire. Donc il y a deux possibilités. Soit ce sont les cellules musculaires qui vont fabriquer les fameuses molécules Spike, qui sont prises en charge après par nos cellules du système immunitaire, ou tout simplement les cellules du système immunitaire qui sont au niveau musculaire. D'accord. Oui. D'accord. Oui, oui, oui. Et les cellules du système immunitaire, c'est lesquelles? Ben, c'est les cellules dendritiques. C'est surtout les cellules dendritiques, en fait. Ouais, voilà, qui sont... Ouais. C'est pas les cellules, les lymphocytes B? Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, tout ça, là, vous avez... En fait, lorsque vous faites une injection comme ça, un vaccin, il y a deux possibilités. Soit c'est pris en charge tout de suite, et après, ça va dans les ganglions. Vous savez, quand on a une infection, on a mal aux ganglions, c'est parce que tout arrive, et c'est là où la cellule qui a été transformée la présente aux autres cellules. Et ça boue, ça bataille. Voilà. Oui, madame. Je vais essayer de parler fort. Avec toute cette merveilleuse technologie, est-ce que vous arrivez à cibler le pourquoi des effets secondaires? En fait, vous savez, c'est exactement comme n'importe quel médicament. Il faut quand même ce n'est qu'un médicament comme un autre. Ça veut dire que chaque personne répond en fonction de sa composition. Donc effectivement, il y a des personnes qui ont plus de réactivité par rapport à d'autres. Là, je vous ai montré les vaccins contre le cancer. Il y en a qui ne répondent pas du tout. Il y en a qui répondent. Mais pour le moment, quand on entend... Alors, je ne sais pas ce que vous dites, si vous parlez des céphalées... Je parle des gros problèmes. Alors, dites les gros problèmes. Parce que par exemple, il y a les myocardites. Alors, les myocardites... Ah non, la dégénération nerveuse, je ne sais pas, mais les myocardites, aujourd'hui, en fait, on ne sait pas du tout si effectivement, est-ce que... Parce qu'en fait, cette fameuse protéine Spike, ce qu'on a, c'est qu'on n'a pas pu faire un contrôle avec un autre vaccin classique, pour voir. En fait, cette fameuse protéine Spike, elle a une particularité, c'est qu'on sait aujourd'hui que les personnes qui ont été infectées par le Covid, ils ont ce qu'on appelle ces fameuses Covid longs, là, avec plein de choses. On n'arrive pas encore à très bien maîtriser, mais on le sait. Aujourd'hui, les myocardites, on ne le sait pas. Ils sont en train de travailler pour voir qu'est-ce qui se passe, mais on ne sait pas. C'est exactement comme les différents types de médicaments. C'est l'inflammation. Avec toute la technicité que vous avez, quand vous dites que vous choisissez, que vous trouvez sur la membrane, si j'ai bien compris, membrane de la cellule, la spécificité de la personne,
Enfin, Oui, mais le problème, c'est que, en fait, les gens qui sont atteints de myocardite, il n'y en a pas tant que ça. heureusement. Et c'est pas oui. Donc, du coup, pour faire des études sur le pas tant que ça, c'est pas facile. En fait, c'est ça aussi le problème. Hein, vous voyez? Parce que si c'est en grande. Et puis, heureusement, enfin, faut pas le. Voilà. Vous savez, enfin, je prends toujours l'exemple de l'aspirine. Si l'aspirine a été trouvée aujourd'hui, bah, jamais on n'aurait pu le prendre. Je ne vous dis pas les effets secondaires de l'aspirine, c'est horrible. Donc voilà. Sauf qu'il y a un bénéfice qui est vraiment réel de l'aspirine. On est d'accord? Voilà. Donc en fait, c'est ce bénéfice-risque qu'il faut qu'on pèse. Donc tout médicament, hein, par ailleurs. Oui. Une question de HIV il est connu depuis les années 80. On est toujours en échec de vaccination. Ouais. Est-ce qu'il y a des voies de recherche Oh oui, dans cette technologie? exactement. Est-ce qu'on a bon espoir de trouver un vaccin? Alors, vous avez posé la question. Activer, enfin le VIH, c'est vraiment très, très, très compliqué. Effectivement, il y a des recherches qui sont avec l'ARN messager, on s'est dit on va pouvoir faire des morceaux modifiés, etc. Mais en fait, je crois que pour le moment, les collègues, ils ont toujours les mêmes problèmes qu'avec les autres types de vaccins. Par contre, aujourd'hui, il y a quand même une voie sur la production de ce qu'on appelle les anticorps neutralisants. C'est-à-dire on modifie en fait les lymphocytes B, justement pour qu'on puisse produire. Mais je sais que oui, on est toujours au même problème. Ceci dit, il y a aussi un problème, hein, c'est que, enfin, c'est pas un problème. Vous savez, j'ai fait un peu un marathon aujourd'hui là, et donc j'arrive pas à voir ce matin. Vous savez, aujourd'hui, on a différents types de médicaments qui fait que on peut se protéger contre HIV. Et malheureusement, les jeunes, j'arrive même plus à donner le nom de cette où on prend lorsqu'on sait qu'on est à risque, on prend. Comment ça s'appelle? Je me rappelle. Pardon? Ah, merci, l'après. Bon, merci Fabienne. Après, en faisant ça, il y a beaucoup qui ne font plus de précautions. Et effectivement, ça marche très, très, très bien. On est d'accord. Donc, non, la question, c'est est-ce qu'on a suffisamment d'argent aussi pour faire ça? Pas sûr, moi. Hein. Parce que ça nécessite énormément d'argent. Oui. C'est Merci, très intéressante et Merci, impressionnée par tous les résultats qui ont été faits ces 60 dernières années, ouais. même ces dizaines de dernières années. J'avais peut-être une question. Est-ce que pour le virus de la grippe, on peut penser faire un vaccin à base d'ARN? d'ARN? Oui, en fait, ils en ont déjà, j'en ai pas parlé, hein. Mais il y a déjà un double vaccin, avec le virus de la grippe et Covid. Ça existe déjà. Mais qui est pas utilisable pour le moment. Ouais. Mais en tout cas en France, mais je crois qu'en Angleterre ils l'ont, hein, il me semble. Hein. C'est un double, c'est-à-dire qu'on l'injecte en une seule fois et ils n'arrivent pas à pénétrer dans le marché européen. En français. Ouais, mais ça existe. Et c'est vrai que ce serait bien, hein, parce que. Mais des vaccins français, on en a finalement beaucoup. Enfin, on se rend pas compte. Pour l'ARN, là? Oui. Ah ben non, il n'y en a pas, malheureusement. Non. On espère que Sanofi va le sortir, hein, son vaccin. Non, il n'y en a pas. Non. Non, non. Ça voudrait dire que Sanofi n'a pas tiré les leçons Bon, j'espère qu'il va le sortir, là, j'en sais rien. Ils ont fait des... Ils ont eu... Bah, si, je pense qu'ils ont tiré de leçons, mais vous savez, c'est long, hein, c'est pas si évident que ça. Et oui, heureusement, les boîtes pharmaceutiques, les changements de portfolio, moi, j'arriverai jamais à comprendre. Oui. J'avais une question aussi. Les cellules ne sont pas contrariées de
sans leur consentement. Le soi et le non-soi, mais généralement, on va leur produire une molécule dont elles en ont besoin quand même. Pour les vaccins, c'est autre chose. On leur produit quelque chose dont on veut qu'elles répondent. On veut qu'elles répondent à cette molécule-là qui n'appartient pas au soi, justement, pour qu'il y ait une réponse immunitaire. Je crois que je les ai mis dans un des diapositives, c'est une question de dose. C'est une question de dose et une question de timing. En tout cas, au laboratoire, elles le savent tous, si on en met trop, voilà, les cellules, elles stoppent, elles meurent. Donc effectivement, c'est une question de dose. Et bien voilà. Merci.